Au sein de l'agglomération de La Rochelle, sur la commune d'Étré, un écoquartier va sortir de terre. Lancé il y a un peu plus de 10 ans, cet ambitieux projet prend forme sur le site de Bongraine, une ancienne friche ferroviaire entre l'océan Atlantique et le centre-ville de La Rochelle. La communauté d'agglomération de La Rochelle a désigné Aquitanis comme aménageur de cette ZAC. Ensemble, ils ont choisi un groupement à la maîtrise d'œuvre composé de Saty, du Sens de la Ville, de Magéo et finalement d'une autre ville, spécialiste d'écologie urbaine. Ainsi, l'écologie urbaine est mandataire du projet et atteste de la volonté des porteurs de ce projet d'y mettre la transition écologique en son centre. Ce dernier essaye de répondre à plusieurs problèmes. Premier problème, la crise du logement. Sur le territoire national, il n'y a pas assez de logements disponibles sur le marché pour répondre aux besoins de vie digne de la population. Ce constat est d'autant plus avéré sur la façade atlantique, très attractive depuis une quinzaine d'années. Pour répondre aux besoins de sa population, la communauté d'agglomération de La Rochelle mène depuis longtemps une politique de l'habitat ambitieuse et volontariste, dont l'objectif est de produire plus de 1900 logements par an. La rénovation du parc immobilier existant et le comblement de la vacance ne suffira pas à remettre à l'équilibre l'offre et la demande. Il est nécessaire de construire des logements neufs. Deuxième problème, la transition écologique. Le plus petit dénominateur commun de tous les secteurs à transformer est l'énergie. Décarboner sa production et réduire sa consommation est indispensable à toute inflexion majeure. Toute mise en ressources du monde reste inévitablement carbonée, mais certaines plus que d'autres. L'électricité produite est injectée dans un réseau commun, à sens unique, qui dessert les consommateurs. Le secteur de la distribution d'électricité répond aux objectifs de distribution à moindre coût d'une offre d'électricité sécurisée et en croissance. Ce modèle est aujourd'hui questionné, à l'heure où les citoyens consommateurs peuvent également devenir producteurs d'énergie. Les réseaux d'énergie se doivent donc d'être repensés pour permettre la circulation d'énergie dans les deux sens, des différentes sources d'énergie, qui peuvent être très locales, aux consommateurs, dans une boucle vertueuse. Troisièmement, la légitimité démocratique. La crise écologique et la crise démocratique ne sont que deux facettes d'une même pièce. Historiquement, les démocraties modernes se sont affirmées dans un contexte colonial de disponibilité énergétique et de croissance économique, aujourd'hui remis en cause. De cette manière, les luttes écologiques sont non seulement au cœur d'un conflit d'intérêts, mais également d'un conflit de légitimité qui questionne la démocratie dans ses fondements mêmes. Il est ainsi demandé de reposer les termes du débat démocratique pour pouvoir combattre le dérèglement climatique. Parce qu'elle demande un remodelage profond de notre rapport au monde, la transition écologique doit impliquer le plus grand nombre. Ce n'est aujourd'hui pas le cas. La classe dirigeante promeut une vision technosolutionniste de l'aménagement et la responsabilisation à l'extrême des conduites individuelles en se parant d'un voile de démocratie participative servant à légitimer son discours et à forcer l'adaptation en imposant une certaine vision de l'écologie. Ainsi, écoquartier et participation citoyenne vont souvent de pair. Les objectifs sont pêle-mêle: promouvoir la mixité sociale, permettre une plus forte adhésion à la transition environnementale, créer de nouvelles citoyennetés et des solidarités urbaines. De l'énonciation de ces principes à la mise en place réelle des dynamiques sociales, il y a un monde. Ils sont ainsi une violence démocratique supplémentaire. La participation dans les écoquartiers ne se défait pas du cadre néolibéral qui l'a vu naître. Elle s'arrête à de petits lieux de démocratie qui se cantonnent à traiter de revendications ponctuelles et très locales liées à de conflits d'usage entre pairs. Finalement, tout nouveau quartier est aujourd'hui écoquartier. Devenus outils premiers de l'urbanisme et de l'aménagement, les écoquartiers sont le reflet de l'écologie portée par les pouvoirs publics, ne renonçant pas à la croissance économique et attendant la panacée des solutions technologiques. Reconnaissant ces trois états de fait comme des problèmes, comment est-ce que le projet de Bongraine propose-t-il de faire de la gestion des réseaux d'énergie un outil dans la politique des communs ? Le quartier se veut être un réel moteur du changement dans la manière dont on conçoit nos milieux de vie individuels et collectifs pour que ceux-ci s'adaptent aux conditions actuelles du changement climatique. Le projet tourne autour de trois enjeux principaux: l'énergie, le foncier et l'appropriation par les habitants de la création et de la gestion du projet. En matière de foncier, il y a un enjeu du moindre dérangement de l'existant. Malgré l'inscription naturelle du quartier dans la croissance démographique de La Rochelle, le quartier ne doit en aucun cas contribuer à l'artificialisation de terres agricoles ou naturelles. L'objectif est de construire sur un sol pollué afin d'en faire une réelle opportunité d'aménagement qui maintienne et recrée de la biodiversité à cet endroit.
Le site est en bordure de la cité Bongraine. Il s'inscrit dans le corridor écologique reliant les marais de Tasdon et de la Moulinette au nord, et au sud, le front de mer et le lac d'Étré. La prairie actuelle donne l'illusion d'une végétalisation uniforme du site, mais ça cache en fait, sur son plateau sud, l'implantation du site ferroviaire. L'ambition du projet est de ne pas enclaver le site en implantant les habitations vers le nord, tout en dépelant les sols du sud pour en faire un parc et des terrains de sport. Sur la consommation énergétique, il y a un objectif ambitieux de couverture du quartier par les ENR tout en gardant les pieds sur terre. Le quartier ne peut donc pas être coupé du reste de la ville en ce qui concerne sa consommation énergétique. Une réflexion est mise en place pour construire une véritable stratégie énergétique. L'objectif est de devenir le premier territoire littoral français à obtenir un bilan zéro carbone d'ici 2040. Pour parvenir à ces objectifs écologiques, le quartier de Bongraine base sa création sur une participation active des citoyennes et des citoyens. L'objectif est d'amener les futurs habitants à prendre pleinement part à la création du projet dans le but que ceux-ci s'approprient les communs de Bongraine. Aux maîtrises d'œuvre et d'ouvrage s'ajoute une maîtrise d'usage. Conscient des déceptions qu'ont pu créer de nombreux projets urbains précédents promettant une participation accrue des citoyens dans leur conception, l'enjeu pour le quartier de Bongraine est de mettre la pédagogie au cœur du processus de création du quartier. Les acteurs présents dans le projet de création du quartier de Bongraine ont ensemble établi 5 temps qui rassemblent ces objectifs principaux. D'abord, il faut connaître le sol en expérimentant le plus possible les techniques de dépollution et en se l'appropriant tout en respectant le vivant. Ensuite, il faut explorer les différentes méthodes de construction en matériaux biosourcés afin de réduire au maximum le poids énergétique des structures. Troisièmement, inclure la question des enveloppes dans la recherche de la sobriété énergétique en se focalisant sur la régulation thermique des bâtiments et la question du réemploi pendant la conception. Puis, mettre un point d'honneur à l'exploration des systèmes techniques collectifs comme le chauffage, la ventilation ou les sanitaires. Et enfin, arriver à comprendre les besoins et les envies des habitants en termes de mobilier, tout en comprenant l'impact environnemental et sanitaire que représente le mobilier à bas coût. Le projet n'a pas pour objectif d'atteindre l'autonomie énergétique. Bongraine parle plutôt d'autoconsommation collective. L'objectif est d'obtenir un mix énergétique le plus décarboné possible. Malgré cela, il est actuellement impossible de constituer un quartier entier correspondant aux objectifs des documents d'urbanisme, et complètement détaché des systèmes de consommation énergétique du reste de la ville. Enfin, la dimension de sobriété écologique du quartier ne se limite pas qu'à sa manière de consommer de l'énergie. Ce qui est mis à l'honneur, c'est surtout la volonté de créer un nouveau modèle de gestion de quartier et de vie collective, où les habitants sont au cœur de la création et de la gestion du quartier. Cette volonté se matérialise par des forts objectifs d'appropriation par les habitants des structures productrices d'énergie et des institutions responsables de leur mise en place et de leur gestion. Cet objectif d'acculturation des habitants aux enjeux écologiques locaux et aux enjeux de financement d'un modèle comme celui-ci est rendu possible par une myriade d'acteurs, tous et toutes réunis autour du projet de la politique des communs. Toute politique publique ne s'opérationnalise que si elle est acceptée et appropriée. Qu'en est-il de la politique énergétique du quartier ? Nous allons voir que l'autoconsommation collective passe par l'acculturation écologique. Déjà, la posture des acteurs urbains change la chaîne de valeur et c'est assez intéressant de voir que la maîtrise d'œuvre, une autre ville, c'est l'écologie urbaine et c'est elle qui est mandataire. Aussi, la maîtrise d'œuvre dit puiser dans les ressources propres des individus, je cite. En somme, elle détechnicise des sujets comme l'énergie et elle essaye d'inclure au plus tôt les habitants dans le projet. Aussi, une autre ville appuie sur le fait que le concepteur doit passer de leader à partenaire. Et enfin, on trouve Acatrio à la maîtrise d'usage. C'est un rôle assez peu commun et qui insiste donc sur les usages. Deuxième point, nous allons voir comment le projet développe ce qu'il appelle l'acculturation écologique pour l'appropriation des outils énergétiques. Bon, il y a 2 méthodes principales et c'est assez inédit à l'échelle de 800 logements. Déjà l'accompagnement des changements qui diffère de la conduite des changements. Ensuite l'expérimentation pour anticiper, avoir une gestion écologique sur le long terme et éviter en quelque sorte les oppositions très défensives qui pourraient bloquer le dialogue. Il y a différents outils et phases de cette gouvernance participative. L'amont du projet, il faut comprendre que c'est vraiment une phrase clé et il y a de nombreux acteurs, tellement qu'on a un peu galéré à comprendre, on se croirait face à l'organigramme de l'Union européenne. Mais on peut retenir qu'il y a une phase 1 où il y a la conception et l'amorçage du projet. Et donc après une concertation obligatoire, il y a eu l'Assemblée Bongraine qui s'est formée, faite de voisins et de citoyens qui discutent du futur quartier.
Deuxième étape, c'est la friche Bongraine qui s'ouvre. C'est un espace en friche pour se balader, se rencontrer, révéler des possibles usages futurs. Et ensuite, on entre dans la phase 2, c'est l'identification et la mobilisation de futurs habitants. C'est vraiment le but de créer une communauté qui fera tenir les formes de propriété collective. On note 3 outils espace pour ça. C'est un mot qu'on a pris pour ce travail, mais qui ne cite pas directement, des outils espace. Et déjà, le Bon Grain, c'est un espace dans un immeuble proche de la friche. Il sert à former à l'urbanisme participatif, notamment avec le comité Bongraine. On y trouve aussi les permanences Bongrain pour trouver réponse à ces questions sur le projet. Deuxièmement, il y a le parcours Bongraine qui permet d'explorer la friche, de faire des animations en plein air. Il y a par exemple des kermesses, le comité des passages qui vulgarise des sujets comme la géologie ou l'histoire du quartier. Et enfin, troisième outil, c'est le chantier participatif pour s'essayer aux constructions écologiques. Troisième grande idée, c'est l'enjeu des nouveaux habitants qui revient vraiment souvent. Il faut rappeler la mixité programmatique et sociale du lieu. Il y a 2 zones en fait, une en promotion classique avec 33% de logements sociaux, 20 de logements abordables, et des lots de l'autre côté en autopromotion, constitués de citoyens déjà convaincus par l'écologie, qui se regroupent au sein d'un groupe qu'on appelle ICO. Le sens de la ville explique que pour ne pas en faire un écoquartier de convaincus, la mixité programmatique est vraiment un outil qui permet d'élargir le profil social des gens impliqués dans la transition énergétique. Mais en même temps, cette même mixité implique que certains déménagent comme acte militant pour vivre dans un quartier écologique, d'autres uniquement pour être logés, ou encore d'autres pour l'esthétique de bord de mer, mais sans vraiment s'intéresser au projet des communs. Et d'ailleurs, en discutant avec le sens de la ville, on voit que la sélection des habitants, c'est une question assez fondamentale, mais qui reste encore ouverte, qui n'a pas de réponse. Revenons sur le Biogaz Gate. C'est un moment de tension symptomatique des enjeux de la construction écologique et sociale. Les lots en autopromotion ont un cahier des charges plus fort que les autres espaces. Pas de menuiserie PVC, pas de béton par exemple. Les habitants qui vivent, ICO, sont aussi les plus conflictuels. La première mention du biogaz a créé des mécontentements très forts du côté d'ICO et ils se sont un peu frités avec la chef de projet d'Aquitanis. Or, c'est assez compliqué de réaliser sur tout le quartier, dans les coûts impartis et avec de la promotion classique, du logement passif à l'image des logements d'ICO. En somme, l'enjeu, c'est de ne pas limiter les communs énergétiques à ceux qui sont déjà des acquis à la cause. Il y a donc des efforts d'acculturation faits, mais est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Et à qui est-ce que l'écologie énergétique s'adresse-t-elle ? Concrètement, le maîtrise d'œuvre est au fait de ces questionnements et a souhaité développer l'écologie du sensible, donc se balader au bord de mer touche tout le monde par exemple, au-delà de la sensibilité militante initiale. Il y a aussi des efforts de communication, de vulgarisation de l'écologie urbaine, en parlant en pourcentage d'ombre, parcours de la goutte d'eau, plus que de modélisation aérolotique par exemple. L'ambition d'implication que l'on vient donc de voir se fonde sur les formes de propriété collective que nous allons maintenant pouvoir explorer. On va maintenant parler des outils techniques, éléments de concrétisation de la politique des communs. L'arbitrage de la solution énergétique n'a pas été simple. Appuyés par les études de Kairos, formant le cadre de la réflexion collective, les acteurs se sont réunis pour définir le modèle. Cela a permis de rédiger ensuite un appel d'offres correspondant aux exigences des habitants et habitantes. Bongraine a fait le choix du photovoltaïque ainsi que d'un réseau de chaleur urbain. Ces choix ont été minutieusement réfléchis, non sans résistance, afin de proposer une énergie la plus décarbonée possible, partenaire du pouvoir d'agir des habitants-habitantes. D'abord, le solaire est en première position du mix énergétique par le fonctionnement d'une centrale photovoltaïque sur les toits des bâtiments de Bongraine. L'énergie produite est raccordée avec les réseaux existants. Dans un modèle d'autoconsommation collective, les habitants-habitantes reçoivent ensuite une facture de laquelle est déduite la production d'électricité. On compte également un réseau de chaleur urbain. C'est un système de distribution de chaleur produite de façon centralisée. Un RCU est l'outil le plus adapté pour développer les énergies renouvelables parce qu'il est évolutif. Il innerve les 800 logements, est propre au quartier et il n'est pour l'instant pas relié à la ville. Ici, le réseau de chaleur fonctionne avec 75% de biomasse au moyen d'une chaufferie à granulés avec un approvisionnement local. Cela est complété par une part de solaire photothermique et du gaz naturel. Si la consommation d'un kilowattheure de gaz naturel sera compensée par l'achat d'un kilowatt de biogaz sous la forme de certificats, la présence de gaz naturel dans le mix a été source de tension qui a conduit au détachement d'ICO. La décision prise est d'œuvrer en DSP dans la nécessité de laisser l'opérateur exploiter le réseau pour rentrer dans ses frais. Dans un fonctionnement classique, il reviendrait ensuite à l'aménageur, mais ici, le choix a été fait de le rétrocéder aux habitants. Le choix de l'opérateur n'a pas été simple. Peu d'entre eux peuvent fournir de la chaleur avec 74% de NR et 50 g de CO2 par kWh max pour 800 logements. Le premier mandaté demandait 24% de marge, un pourcentage élevé pour une délégation de service public. Et l'expertise de Kairos a permis de reposer le cadre.
Ce n'est pas non plus le premier réseau du type, mais ça reste nouveau. Surtout que l'opérateur s'engage dans un projet de communauté et d'implication, donc il doit y avoir une base d'engagement de sa part. Si ces outils énergétiques sont pesés avec minutie, leur propriété et leur gouvernance l'est tout autant. En effet, les outils juridiques permettent d'instaurer un cadre de gouvernance aussi légitime et représentatif que possible. Tout d'abord, on compte la présence d'une SCIC, un outil d'exploitation et d'animation plus que réellement de propriété. Pour rappel, une SCIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une société commerciale assortie d'une gouvernance spécifique. Par exemple, les profits doivent être réinvestis et la SCIC doit être constituée de plusieurs collèges de sociétaires qui permettent d'associer les occupants qui connaissent le mieux les usages. On compte également une ASL, un outil de propriété collective qui permet de sécuriser la propriété de certains communs. Cette ASL est matérialisée par l'association Les Communs de Bongraine, qui dispose pour le moment du jardin de Bongraine, des stationnements, de la maison de quartier et aussi du réseau de chaleur au bout de 30 ans. On compte également les Lucioles, la coopérative d'énergie sociale et solidaire, une association rochelaise qui investit dans les panneaux solaires pour produire leur énergie et la donner à prix juste aux citoyens. Pour accéder à l'énergie, tu deviens adhérent de la coopérative, donc tu deviens propriétaire des panneaux. Les imbrications de structures sont assez complexes, agrégées par ailleurs aux autres organes de participation citoyenne. On continue de se demander comment est-ce que les habitants eux-mêmes vont parvenir à s'y retrouver. Le projet en est encore à ses débuts, mais il s'agirait de miser sur le fait de vivre et de participer à ces différentes structures en cédant de l'assistance à maîtrise d'usage. En tout cas, on en retient que la simplicité doit être au cœur de la réflexion pour éviter de surtechniciser les lieux de vie et éviter les mésusages.